Bonsoir, quelle joie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la solidité du régime iranien en question. 3 jours après l'élimination de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique et véritable clé de voûte idéologique depuis 1989. La fin du guide signifie-t-elle la fin du régime? Selon Donald Trump, qui a lancé samedi l'opération d'élimination conjointement avec Israël, rien ne se fera décisif sans la participation de la population iranienne. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. L'Amérique et Israël peuvent-ils vraiment provoquer la fin du régime théocratique iranien? Ce sera l'objet de notre débat ce soir et on vous retrouvera en fin d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Oui, aujourd'hui, Emmanuel Macron était à l'île Longue en Bretagne. Il a prononcé un discours sur la dissuasion nucléaire depuis la base opérationnelle des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Elisabeth, ce soir, nous allons fortifier l'île Longue. Très bien, mais pacifiquement, évidemment, bien sûr. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'un monstre des pistes cyclables, le Fat Bike, un vélo électrique avec des très gros pneus, vous allez voir, qui hérisse beaucoup de citadins dans les capitales européennes. Très bien, à tout à l'heure. Et pour commencer, place à la romancière Delphine de Vigan, qui nous tend un miroir à nous, les homo numericus, aliénés du smartphone. Et ne dites pas moi, car vous voyez perdre, sans broncher, votre portable qui contient les traces et les archives de toute votre existence. Non. Et précisément, Delphine de Vigan explore avec maestria les ravages du téléphone portable sur l'identité et la vérité dont Je suis Romane Monnier, son dernier roman. On la retrouve tout de suite. Delphine de Vigan, bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Nouvelle parution, tirage 200 000 exemplaires, je crois un truc de folie chez Gallimard. Je suis Romane Monnier. Alors Delphine de Vigan, on a regardé, il y a 16 milliards de téléphones portables et de smartphones en circulation sur la planète. Si votre roman excellent obtient 50 traductions, ça fait un sacré vivier de lecteurs pour vous, dans le monde. Formidable. Hein? Formidable. Bon, ben voilà. Je suis pas sûre que ça marche comme ça, mais j'aime bien l'idée. On peut toujours rêver. Roman sur notre servitude volontaire vis-à-vis de ces engins minuscules qui sont sans arrêt contre notre cœur ou nos poches. On en reparle avec vous après votre profil idéal. Voilà, le voilà. Delphine de Vigan, dans chacun de vos livres, vous partez à l'exploration de l'intime. Comment cette quête a-t-elle changé de forme tout au long de votre œuvre jusqu'à votre dernier roman? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1966 à Boulogne-Billancourt, vous prenez goût à la lecture grâce à la BD, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Astérix, mais aussi et surtout Philémon du dessinateur Fred, dont vous appréciez la poésie et l'imaginaire. Tu vois, c'est comme si le monde normal c'était ça. Bon, il y a le monde parallèle qui est un peu décalé, mais finalement c'est toujours logique par rapport au décalage, là, pour rendre crédible tout ça. Plus tard, au collège, vous êtes touché par le roman Une vie de Maupassant. C'est la première fois que je me suis attaché au fait d'avoir accès à une intériorité. Après un premier livre sous pseudonyme en 2001, vous publiez Les Jolis Garçons en 2005, Une femme et 3 histoires d'amour. L'idée, en fait, que je voulais aussi poursuivre à travers ces trois textes, c'est l'idée de l'illusion amoureuse, que la rencontre de l'autre, finalement, c'est toujours une histoire qu'on se raconte. Dans votre 6e roman, Rien ne s'oppose à la nuit, vous évoquez votre mère qui s'est suicidée à l'âge de 61 ans. Vous partez alors à la recherche des traces qu'elle a semées derrière elle. Il m'a fallu pour ça réunir beaucoup de témoignages, retrouver des écrits, les siens, les miens, des tas de documents. Mes personnages portent des blessures anciennes, dites-vous. Dans L'une et l'autre, spectacle créé avec la grande Sophie, vous reprenez d'ailleurs ce passage de votre roman Les Heures souterraines. Elle rêve parfois d'un homme à qui elle demanderait « Est-ce que tu peux m'aimer ?» avec sa vie fatiguée derrière elle, sa force et sa fragilité. Aujourd'hui, dans Je suis Romane Monnier, votre personnage féminin confie son portable à un inconnu avant de disparaître. Cet homme, Thomas, cède à la tentation de pister les traces numériques de Romane. Page 96, vous précisez « Une activité qui provoque en lui de sinueuses résonances et de mystérieux échos ».
Delphine de Vigan, on vous a vu sur scène lire un extrait d'un de vos textes. Je crois que vous aimez énormément vous relire à voix haute. Vous êtes comme Flaubert, vous avez un gueuloir. Oui. Vous écrivez quasiment à voix haute. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai souvent dit. J'ai vraiment besoin de passer par l'oralité de la langue pour. Je crois que j'accorde une importance particulière au rythme Ouais. de la phrase, Ouais. et donc je me Ouais. relis beaucoup à voix haute. Vous avez exploré beaucoup de thématiques sociétales et qui concernent l'intime aussi, que ce soit l'anorexie, que ce soit la relation que l'on a avec les sans domicile fixe, la parentalité, etc. Et là, c'est le rapport avec notre cerveau externalisé, qu'est ce téléphone portable, et qui constitue une sorte de révolution anthropologique. Hein. Vous le décrivez comme ça dans votre roman. Oui, tout à fait. Mais mon point de départ, c'est toujours finalement l'intime. Ça reste l'intime. Et c'est qu'à un moment donné, je me suis fait cette remarque. Je me suis dit, mais nos téléphones contiennent tellement d'intimité, contiennent toutes nos traces. Que vont devenir ces traces? Comment les conserver? On a le sentiment qu'on peut tout garder grâce au téléphone, mais peut-être que dans cette abondance, finalement, on ne garde rien. Qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qu'on fait du téléphone de quelqu'un qui disparaît? Voilà, toutes ces questions, parce que probablement elles me traversent, Oui. elles ont conduit finalement à ce roman. Et c'est devenu un livre aussi où il est question, bien sûr, du téléphone, de notre dépendance, etc. Bien sûr. Mais c'est vraiment mon point d'entrée, Oui. ça a été les traces. Il y a un mot qui revient beaucoup, c'est l'intranquillité. Un superbe néologisme qui fait penser d'ailleurs au livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Et il y a une phrase dans ce livre de l'intranquillité qui est la suivante. « Je n'ai jamais appris à exister, j'obtiens tout ce que je veux pourvu que ce soit en moi-même ». C'est dans le livre de Fernando Pessoa. On dirait que c'est ce que pourrait se dire Romane, votre héroïne. Ah oui, c'est beau. Mais de toute façon, j'adore ce mot, intranquille. Intranquillité, Oui, vous êtes intranquille. Oui, très. Et peut-être le jour d'ailleurs où j'ai rencontré ce mot, je me suis dit, mais c'est moi. Je m'en empare. Je m'en empare. Et oui, c'est aussi l'intranquillité, en tout cas en ce qui concerne Romane et peut-être Thomas d'ailleurs, c'est aussi ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, entre le dedans et le dehors, et comment le monde nous percute. Et comment, en fonction de ce que nous sommes, avec nos failles, nos blessures, nous tentons plus ou moins avec succès de nous adapter à l'époque et au monde qui nous entoure. Il parle de vous, ce roman, c'est-à-dire que vous-même, vous avez un rapport peut-être compulsif ou qui vous a interrogé avec votre téléphone portable au quotidien? Je ne suis pas partie de là, mais je fais ce constat. Combien de photos avez-vous? Combien de photos j'ai avez-vous? 17 000 photos. Non, mais c'est vrai que ce n'était pas mon point d'entrée, mais ce chemin faisant, et évidemment travaillant sur cette matière qu'est le téléphone, notre relation au téléphone, je me suis rendu compte à quel point moi-même j'en étais devenue dépendante et à quel point d'ailleurs peut-être ces 4 ou 5 dernières années, mon rapport au téléphone a changé. Après le Covid, Après il y a quelque chose qui s'est accéléré, qui s'est intensifié. Oui, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été notre rapport au monde qui était évidemment médiatisé par cet objet. Et à l'autre, bien sûr. Et à la solitude. Et cette manière dont nous sommes sans cesse convoqués quelque part par notre téléphone, sollicités, cette manière d'être là et d'être en même temps ailleurs, de se sentir obligé, par exemple, de répondre à des SMS qui finalement ne sont pas si urgents. Tout ça, c'est des petites choses dont j'ai pris conscience en écrivant. Et évidemment, maintenant que je parle de mon téléphone, depuis quelque temps, j'en parle beaucoup. Allons bon. Delphine de Vigan, on parlait de solitude, on va évoquer avec vous et avec Anna. Alors, c'est un engin, c'est un collier complètement dingue, ça s'appelle friend.com, c'est ça? Et c'est un collier qui devient votre meilleur ami, avec une IA dedans, c'est ça? Voilà, je vous présente Friend, donc un bijou, un collier, avec une intelligence artificielle intégrée qui vous promet de ne plus jamais vous sentir seul. Pour une centaine d'euros, Friend vous écoute, vous répond et vous soutient. Et ça soit même en terrasse l'hiver avec vous, si l'on en croit les affiches qui ont été placardées dans les métros de Paris et de New York. Alors, comment est-ce qu'un collier peut devenir votre ami? Eh bien, grâce à un micro qui est installé dans le pendentif, qui va écouter absolument tout ce que vous dites et scanner votre environnement sonore 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes ces données vont ensuite lui permettre de vous proposer des activités, mais aussi de vous faire la conversation par SMS s'il estime que vous êtes trop seul. Et puis, cerise sur le gâteau, Friend ne vous jugera jamais, c'est la promesse. Sous-entendu, il est bien mieux qu'un ami réel. Alors, est-ce que vous, Delphine de Vigan, vous seriez capable de porter un collier de la sorte? Non, pas du tout. Je vous avoue que ça me fait très très peur. Et peut-être d'ailleurs, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est vraiment une des dimensions qui m'effraie le plus. C'est cette manière de jouer l'affect, d'entrer en contact avec nous par... Très intrusif. Oui, et puis par le tutoiement, par ces formules extrêmement sympathiques que l'IA toujours nous propose. Enjôler et endormir. Voilà, exactement. Et je ne te juge pas, tu peux tout me dire, etc. Mais là, ce que vous montrez, c'est vraiment le film Her.
de Spike Jonze. Oui, c'est absolument. incroyable, c'est ça. Oui, tomber amoureux. On va avoir des gens qui sont... artificielle. C'est la solitude absolue pour moi, ça. Delphine de Vigan, à un moment donné, dans le dossier auquel réussit à avoir accès Thomas, un des deux personnages principaux, il lit le 2 mars, donc un dossier qui avait été constitué par Roman, entendu cette phrase d'Alain Damasio, continuez à vous géolocaliser, moi je déguerpis. Il y a quelque chose de très fort dans ce je déguerpis. Alain Damasio, c'est un écrivain de science-fiction français considérable, qui ressuscite d'ailleurs cette notion de faire sécession de la philosophe Annie Lebrun. Ça vous tente, ça, par rapport à cette espèce d'emprise technologique dans laquelle on est, de temps en temps, vous vous dites que je voudrais déguerpir? Oui, ça me tente, mais est-ce qu'on n'a pas tous cette tentation aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est tous quand même un peu dans cette fatigue émotionnelle, informationnelle. On est tellement percutés d'images qui sont, pour certaines, sont complètement insoutenables, qui s'enchaînent les unes les autres, etc. Oui, je crois que c'est une vraie question, et probablement ça va l'être de plus en plus d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, en être ou pas. Rester connecté ou se déconnecter. Faire sécession. Faire sécession, voilà. Se mettre à l'abri, se protéger. Et au fond, vous parliez des fragments que Roman écrit à un moment donné auquel Thomas accède. Fragments intimes. C'est vraiment ça qu'elle raconte. C'est ce moment où être percuté par le monde, ça n'est plus possible. Delphine de Vigan, vous êtes une enfant, vous avez fêté vos 60 ans hier, dimanche 1er mars, et vous avez entamé un cycle universitaire d'études psychiatriques et qui sera particulièrement consacré à la psychiatrie offerte aux adolescents qui vivent des troubles, que ce soit des troubles d'alimentation ou autres. Vous avez vous-même été anorexique. C'est une manière, a posteriori, de réparer d'une part l'anorexie dont vous avez souffert quand vous étiez ado et puis d'aider les autres, notamment les ados. Non, parce que j'ai pas du tout de prétention de soigner qui que ce soit, ni d'exercer un quelconque métier en rapport avec la psychiatrie. C'est plus une passion, un intérêt intellectuel, oui. Et puis vraiment, je l'ai abordé ce sujet à la fois à titre biographique, autobiographique. J'ai raconté cette guérison de l'anorexie, et j'ai abordé d'ailleurs d'autres troubles qui peuvent survenir à l'adolescence ou quand on entre dans l'âge adulte par la fiction. Ça m'intéresse beaucoup. Et là, j'avais envie simplement de retourner à l'école, d'apprendre, à l'université. À l'université. Combien d'années le cycle? Non, c'est une année. C'est un diplôme universitaire. C'est justement un rythme qui est compatible. Voilà, c'est passionnant, et c'est aussi ce qui est passionnant, c'est en quoi les troubles psychiques, et notamment d'ailleurs ceux de l'adolescence ou de l'entrée dans l'âge adulte, nous racontent aussi le monde dans lequel on vit. Parce que ces troubles ne sont plus les mêmes aujourd'hui, à quel point ils sont impactés justement par les nouvelles technologies. C'est tout à fait passionnant. Merci Delphine de Vigan d'être venue dans 28 minutes. Merci. Je suis Roman Monnier, sensationnel roman, donc vous avez 8 milliards de lecteurs potentiels, avec toutes les traductions qui vont suivre et qui sont déjà en cours. Chez Gallimard, merci encore. On va passer à notre débat sur les débats géopolitiques sur les suites de l'offensive israélo-américaine contre le guide suprême de la République islamique iranienne et son entourage. La mort d'Ali Khamenei signe-t-elle la fin du régime? Pétrole, missiles, menaces nucléaires, milices, police politique, prête à tout. De quoi dispose la monarchie pour se maintenir? Le conflit est-il par ailleurs en train de s'étendre à tout le Moyen-Orient? Débat après la mise au point d'Amira Swilem. L'Iran semble jouer le tout pour le tout. Israël, bien sûr, mais aussi les Émirats, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Irak et même le Sultanat d'Oman. Depuis samedi, les frappes en représailles à l'offensive israélo-américaine surprennent par leur ampleur. Les forces armées de la République islamique d'Iran agissent avec force pour détruire les bases ennemies. Nous continuerons à agir et à contrecarrer nos ennemis, comme toujours. Une réplique tous azimuts qui donne l'impression que Téhéran n'a plus grand-chose à perdre. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution et jusqu'à Ali Khamenei, le guide suprême. En 2 jours, c'est toute la hiérarchie du pouvoir iranien qui a été décapitée. Une opération israélo-américaine qui crée la désolation chez certains Iraniens. Regardez de l'extérieur les attaques des États-Unis menées par Trump et Netanyahou accusés de crimes de guerre partout dans le monde, ça me rend vraiment triste. Pour d'autres, c'est une chance historique. L'espoir pour le futur de l'Iran, c'est un changement de régime. Et alors, nous serons libres. Après 47 ans, on va être libres, enfin. Le régime affaibli, Donald Trump table justement sur une reprise des manifestations d'opposants.
Jusqu'ici réprimé dans le sang, il espère que le mouvement mettra fin au règne des mollahs. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. Alors, les mollahs peuvent-ils tenir encore longtemps? Donald Trump et Benjamin Netanyahou réussiront-ils à changer le régime en Iran? Nos trois invités, Shirin Ardakani, bonsoir. Vous êtes avocate franco-iranienne, présidente de l'association Iran Justice qui documente les crimes de l'État iranien. Vous êtes l'avocate de plusieurs dissidents politiques, dont le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. Et selon vous, les Iraniens sont évidemment contents que l'un des plus grands criminels contre l'humanité soit mort. En l'occurrence, il s'agit d'Ali Khamenei. Mais des Khamenei, ajoutez-vous, il y en a partout dans le pays, dans chaque mosquée. À côté de vous, Tara Varma, bonsoir. Directrice de la prospective stratégique au German Marshall Fund. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine. Et selon vous, Donald Trump a pris un gros risque électoral avec cette opération conjointe avec Israël de samedi dernier et qui continue parce qu'une partie importante de la base MAGA est constituée de vétérans d'Irak et d'Afghanistan qui ne veulent plus entendre parler d'aventure ou d'aventurisme militaire. Et à côté de vous, enfin, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris. Dernier essai, la guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Et selon vous, Frédéric Ancel, les manifestants sont désarmés. Pour que le régime chute, il faudrait qu'au moins une partie de l'armée régulière iranienne bascule du côté des militants et des manifestants pacifistes. Une question, Shirin Ardakani, puisque vous avez de la famille en Iran, votre père et d'autres membres de votre famille et beaucoup de proches, est-ce que vous avez des nouvelles d'eux depuis samedi ? Alors tout dépend d'où il se trouve sur le territoire. Donc en l'occurrence, ma famille qui est dans le sud, dans le Khouzestan, il y a une très mauvaise connectivité Internet, donc je n'en ai pas. Donc ça fait 48 heures que je ne sais pas si mes proches sont en vie ou s'ils sont morts, mais ça commence à devenir malheureusement une habitude. Et enfin, ceux qui sont à Téhéran, je les ai, et eux me disent que c'est épouvantable et que c'est plus terrible encore que la guerre des 12 jours à l'époque. Merci Shirin Ardakani. Le chiffre du jour, oui, Benjamin. c'est 3 comme le triumvirat chargé d'assurer la transition en Iran après la mort d'Ali Khamenei. On le voit sur cette photo. Au centre, le président iranien, puis le chef du pouvoir judiciaire à gauche et le dignitaire religieux Ali Reza Arafi, juriste et membre du Conseil des gardiens de la Révolution, dont le nom circule d'ailleurs pour remplacer le guide suprême qui a été tué. Tous les dirigeants peuvent-ils être remplacés comme cela du jour au lendemain? Frédéric Ancel, c'est une hydre sans fin. Oui, ils peuvent être remplacés, mais remplacés par qui? Par des gens qui disposent d'une aura aussi importante, qui disposent ou qui entretiennent un esprit aussi stratégique que le défunt, quelqu'un qui est capable de fédérer aussi bien que lui. Non, c'est pas évident. Et je vous donner un seul exemple, mais qui est très proche de ce dont nous parlons aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, les Israéliens éliminent Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, donc le principal proxy. Oui, c'est ça. Et depuis. Au Liban, au Liban, bien sûr. Et depuis, le Hezbollah est quasiment par terre. Et il ne l'est pas seulement pour des raisons militaires, techniques, tactiques, il l'est aussi parce que ce chef était très important, notamment sur le plan stratégique. C'est la raison pour laquelle l'élimination de Khamenei hier, malgré tout, d'une façon ou d'une autre, marque un affaiblissement du régime. Oui. Shirin Ardakani, quand même, on se demande s'ils ont encore les moyens de se rassembler, de se réorganiser. Ce pouvoir, tout de même, ils ont été frappés au cœur, là, non? Est-ce qu'il y a encore la capacité de ce régime de s'organiser, d'exister? Écoutez, moi, je ne suis pas géopolitologue. Par contre, ce que je sais, c'est que la République islamique d'Iran, c'est un système. C'est un régime totalisant qui est militarisé et donc en fait c'est une bureaucratie totalitaire. Et donc le fait que vous décapitiez en fait la tête ne veut absolument pas dire que en fait cette administration là elle est pas là. Et d'ailleurs je vois bien que là l'embrasement parce qu'à l'heure où on se parle il y a un embrasement régional et on est en train de, quand je dis on, c'est le régime iranien, il est en train d'envoyer des missiles à peu près à l'aveugle partout sur ses voisins. Donc il y a bien quelqu'un qui est dans la chaîne de commandement. La question c'est qui? Mais au fond, peu importe. Tant qu'il y a encore un seul gardien de la révolution pour lancer des missiles, c'est d'ailleurs ce qu'a dit, je crois, un de leurs chefs tout à l'heure, nous nous battrons jusqu'au bout. Ce sont des martyrs. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont idéologisés. Et donc ce sont des gens qui estiment qu'ils sont là pour défendre la révolution islamique dans le monde. Donc vous n'arriverez pas
en fait, à les faire capituler, sauf, eh bien, à ce que, je ne sais pas, mais en tout cas, tant qu'il en restera un, eh bien, les missiles continueront de pleuvoir dans la région. Tara Varma, cette obstination féroce, elle avait été anticipée par Donald Trump et le petit cercle autour de lui. L'obstination féroce du régime iranien. À résister, à survivre. Pas tellement, à vrai dire. Je pense qu'il s'est lancé dans cette aventure en espérant qu'il arriverait à réitérer ce qu'il a réussi, entre guillemets, avec l'opération au Venezuela en janvier. C'est-à-dire une destitution très rapide, en l'espace de même pas 24 heures, du principal dirigeant du Venezuela, Nicolás Maduro, qu'il avait identifié comme une cible dont il voulait se débarrasser. De la même manière, il voulait se débarrasser aussi d'Ali Khamenei depuis longtemps. Ça, ce sont des lignes de fond, vraiment des trames de fond sur lesquelles Trump a des obsessions depuis son premier mandat. Venezuela-Iran, c'est pas juste une décision qu'il a prise du jour au lendemain. En revanche, Trump, il mène une politique étrangère personnalisée, erratique et très opportuniste. Et il s'est associé aux frappes israéliennes en juin 2025, quand il a vu qu'il pourrait s'emparer de la victoire et en fait en prendre totalement les bénéfices. Il a fait la même chose là. C'est quand même beaucoup de renseignements et d'activités militaires israéliennes dont il se préroge ensuite. Donc c'est assez... Voilà, il n'a pas embarqué des masses de soldats américains. Il a bien peur d'ailleurs que des soldats américains meurent sur place. Donc voilà, il a bien conscience qu'il saisit des opportunités. Mais Frédéric Ancel, on se rend compte quand même que l'Iran a des capacités militaires et balistiques encore importantes. On pensait qu'il avait été affecté par les dernières opérations, notamment du mois de juin. Et en fait, il a encore des missiles et beaucoup de drones. Oui, non, il avait été affecté, ce système. Simplement, entre-temps, plusieurs mois se sont écoulés et les chaînes de montage de missiles balistiques iraniens ont continué à fonctionner. Ça ne signifie pas qu'ils en ont autant ni d'aussi bons qu'avant juin 2025. Mais ça signifie que la capacité de nuisance balistique de l'Iran, elle existe toujours. Sauf que c'est la seule carte militaire dont dispose le régime. Il y en aurait une autre, mais qui n'est pas militaire, c'est le terrorisme, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est l'arme du pauvre et du faible, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais il leur reste effectivement de quoi tenir. Peut-être quelques semaines après, ils n'auront plus de missiles à propulser. Shirin Ardakani, le régime, ceux qui survivent, et ils sont nombreux, il y a eu une déclaration faite par eux aujourd'hui comme quoi l'attaque conjointe américaine et israélienne est une déclaration de guerre à tous les musulmans. Mais écoutez, moi, en fait, pardon, ça ne m'intéresse pas tellement de commenter les déclarations de ce régime. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la voix des civils. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, ça emporte tout. Et là, vous voyez, le problème, c'est que, en fait, sur tous les plateaux, on va être amené à commenter les décisions géopolitiques des uns et des autres et des belligérants. Or, nul ne se préoccupe des civils. Or, là, moi, mon sujet, c'est les prisonniers politiques qui, en fait, sont livrés à eux-mêmes dans les prisons politiques de partout dans le pays. Et je le sais d'autant plus que le prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, est dans la prison de Zanjan, qui est proche de frappe, et à un moment on s'est même demandé si les prisonniers politiques n'étaient pas tous morts, donc c'est vraiment la double peine. Deuxièmement, c'est les 555 morts sous les décombres, et on ne sait pas combien il y a de Pasdaran, mais il y a quand même dedans des gens qui n'ont rien à voir avec... Vous rappelez qui sont les Pasdaran? Les Pasdaran, c'est les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution. Donc il y a quand même des civils qui meurent, il y a des civils qui meurent au Liban, il y a des civils qui meurent en Israël, il y a des civils qui meurent partout. Donc moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on rappelle que les premières victimes des guerres, c'est quand même les civils, et que ces messieurs qui sont là à commenter, c'est-à-dire ceux qui la font, donc Khamenei n'est plus là, mais ses acolytes, Trump et Netanyahou, en réalité, c'est pas tellement, je crois, le sujet des humanistes. Et ceux que vous avez en ligne, justement, et avec ceux avec qui vous avez pu parler d'un temps, quel jugement porte-t-il sur cette attaque soudaine? Vous parlez des civils? Oui. Mais vous savez, les Iraniens, c'est pas une population homogène. Il y a évidemment des gens qui étaient au départ pour l'intervention, mais on peut bien comprendre que 48 heures plus tard, quand vous êtes en fait en proie avec les murs de chez vous qui sont en train de trembler, que vous avez vu qu'il y a des hôpitaux qui ont été ciblés. Alors on peut venir me dire, bah oui, mais ce sont les médias d'État qui ont dit ça, d'accord. Mais qui aujourd'hui est en capacité de dire justement ce qui se passe, puisque nous n'avons pas accès aux informations. Et on a là des récits qui se recoupent dans plusieurs conflits, en Ukraine, aussi en Palestine. Et donc on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Qui va venir documenter les morts? Qui va venir dire combien de civils ont péri? Et donc on peut comprendre que les Iraniens, certains étaient pour les frappes. Aujourd'hui, je ne sais pas parce que je ne peux pas parler avec eux. Mais certains sont résolument contre. Et ceux qui sont contre aujourd'hui, eh ben en fait, personne n'est leur voix. Et on entend, encore une fois, non, parce que moi, je ne suis pas le porte-parole du peuple iranien. Moi, je suis juste une petite avocate qui dit respect du droit des gens de vivre. Non, mais votre analyse, quand même, juste, Frédéric Ancel, sur ce qui a été dit par le régime, sur c'est une attaque immense et inusitée contre tous les musulmans, est-ce que ça peut fédérer une forme de solidarité?
Je n'y crois pas. Pour l'Iran. C'est ce qu'essaye de faire l'Iran depuis 1979. Il faut rappeler que sur l'ensemble des musulmans dans le monde, un petit peu plus d'1,8 milliard de personnes, il y a environ 10% de chiites seulement. Et la majorité se trouve en Iran. Vous avez aussi vous en avez en Irak, et puis un petit peu ensuite au Liban, un tout petit peu en Syrie, en Afghanistan et au Pakistan. Je crois que j'ai fait vraiment le tour. Et donc là, l'une des stratégies fondamentales, qui d'ailleurs n'était pas stupide au départ, de la République islamique d'Iran, c'était de tenter de fédérer l'intégralité du monde musulman. Donc d'instrumentaliser systématiquement la question palestinienne, évidemment, mais de créer effectivement aussi les fameux proxys qu'on a évoqués tout à l'heure, à commencer par le Hezbollah. Or, on voit bien que les États arabes du Golfe ne s'en laissent pas compter, parce que certes, ils sont musulmans, mais dans l'immense majorité, ils sont sunnites, d'une part. D'autre part, ce ne sont pas des Perses, des Iraniens, ce sont des Arabes. Et là, vous avez un double clivage qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas en faveur de Téhéran. Alors, on se demande sur quoi peuvent déboucher ce type d'élimination, d'opération d'élimination ciblée. On va revenir en arrière. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, après l'ultimatum lancé à Saddam Hussein de quitter son pays. 3 ans plus tard, 2006, il est arrêté par des troupes américaines. Les Irakiens alors le jugent et organisent son exécution. Attention, les images sont difficiles. Tout s'est passé en moins de 25 minutes. 6 heures ce matin, dans une caserne de Kadmiya au nord de Bagdad, Saddam Hussein, les pieds entravés et les mains liées derrière le dos, est conduit dans la salle d'exécution. Vêtu d'un manteau noir, l'ancien Raïs semble calme et soumis. Il ne tremble pas, refuse la cagoule que lui tendent les gardiens. Rapidement, il dit la profession de foi des musulmans. Puis des policiers vêtus en civil et portant des masques le placent sur une trappe et lui passent la corde autour du cou. Quelques minutes plus tard, le corps sans vie de Saddam Hussein est filmé enveloppé d'un linceul blanc. Tara Varma, on l'a vu, l'élimination de numéro 1 dans des pays comme Saddam Hussein ou Kadhafi ou même Maduro, vous en avez parlé, ça ne suffit pas à installer une démocratie à l'occidental. En quoi l'Iran présenterait pour Donald Trump une situation plus favorable à l'installation d'un régime démocratique? Est-ce qu'il pense que la population va le suivre comme ça dans cette initiative-là? Est-ce l'histoire ne l'enseigne pas? Alors Donald Trump s'intéresse assez peu à l'histoire et surtout ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a aucune préparation du jour d'après. On l'a aussi... Vraiment, vous pensez qu'il y va un peu à l'aveugle en quelque sorte? Tout à fait. Il espérait. En fait, il y va. C'est la méthode Coué avec Trump en permanence. Il pense que, en bénéficiant quand même de l'hégémonie économique et militaire américaine, il peut contraindre à la fois les alliés et les adversaires à faire ce qu'il souhaite lui. On le sait, l'histoire l'a montré. On parle de l'Irak et d'autres. Des bombardements aériens, ça ne suffit pas à produire un changement de régime. Il sous-estime aussi, à mon avis, le fait que la population iranienne pourrait se retourner contre les Américains. Peut-être que certains appelaient de leur vœu cette intervention. Par nationalisme? Par nationalisme, et ça arrive souvent que l'agresseur, en fait, soit rejeté, évidemment, par les personnes qui sont dans le pays eux-mêmes. Et là, je pense que la deuxième chose qu'il sous-estime totalement, c'est des représailles asymétriques et décalées dans le temps qui pourraient venir. Alors, on le voit, le Hezbollah est déjà en train de réagir là, en ce moment même. L'Iran ne va pas, le régime iranien, plus exactement, ne va pas se laisser faire. Par du terrorisme aussi, vous dites? Du terrorisme et des actions à travers des proxys. Je pense que, quand même, encore une fois, la promesse de Donald Trump, c'est que des soldats américains ne vont pas mourir sur place. Il y a déjà des soldats américains morts. Et il dit qu'il va faire effectivement des opérations éclairs pour lesquelles ils n'auront pas besoin d'amener des troupes au sol. Je pense que là aussi, c'est totalement illusoire. On a parlé de l'Irak. Si je pense à la Libye ou à l'Afghanistan, il y a un risque de mission creep, donc de l'enlisement militaire, qui est très fort et dont on ne sait absolument pas comment l'administration américaine aujourd'hui compte l'éviter. Vous allez réagir, mais on va évoquer avant, juste avec Anna, le fait que l'Iran misait sur le soutien militaire et idéologique de ses alliés régionaux. On fait le point et vous réagissez après. Oui, nous avons retrouvé une illustration de propagande datée de 2020 qui avait été publiée sur le site officiel du guide suprême iranien. Cette affiche, la voilà. Elle symbolise l'union des dirigeants et de ce que Téhéran appelle l'axe de la résistance contre Israël et les États-Unis. On y voit plusieurs personnalités politiques et religieuses, des Iraniens bien sûr, mais aussi des figures qui représentent les proxys de l'Iran, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, le Hamas et le djihad islamique. Tous sont en train de prier à Jérusalem, devant le dôme du rocher, comme si Israël avait déjà disparu. Et d'ailleurs, on peut lire cette inscription en persan. « Si Dieu le veut, vous les jeunes, vous prierez à Jérusalem ». 6 ans plus tard, c'est intéressant de relire cette image en détail. Tout en bas à gauche, on voit Nicolas Maduro, l'ex-président du Venezuela, actuellement en prison aux États-Unis. Au centre, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, mort à la suite de l'attaque israélienne des Beepers, on en parlait tout à l'heure, à Beyrouth en 2024.
À sa gauche, Ismail Haniyeh, leader du Hamas, tué lui aussi dans une frappe israélienne à Téhéran la même année. Au troisième rang, Bachar al-Assad, exilé à Moscou depuis la chute du régime syrien, toujours en 2024. Et enfin, dans les nuages, se dessine le visage de Qassem Soleimani, général iranien de la brigade Al-Quds, mort en 2020 au cours d'une frappe américaine à Bagdad. C'était alors sous le premier mandat de Donald Trump. Frédéric Ancel, aujourd'hui, que reste-t-il de cet axe de la résistance et sur qui Téhéran peut-elle encore compter? Il n'en reste pratiquement rien et l'Iran ne peut certainement pas compter sur Moscou et Pékin. Je ne sais pas si on allait y venir, mais de toute façon, moi je vous le dis d'ores et déjà, parce que beaucoup d'observateurs, beaucoup trop paresseux, nous parlent depuis de très longues années d'un axe Moscou-Pékin-Téhéran. J'ai souvent entendu parler d'un axe Moscou-Pékin-Téhéran, Caracas. Tiens donc, en réalité, et bien sûr, et la Corée du Nord. En réalité, vous avez évidemment des accords économiques, commerciaux, diplomatiques, et c'est vrai que l'Iran vend des drones à la Russie, mais en réalité, il n'y a pas du pétrole, bien sûr, mais tout cela ne correspond pas à quelque chose de décisif au moment M où 2 flottes entières américaines viennent pour détruire votre régime. Et juste un point, effectivement, pour réagir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ajoute un point important, me semble-t-il, Donald Trump n'est pas un néoconservateur. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à changer les régimes. Justement, est-ce qu'il ne veut pas se contenter justement d'un changement de régime avec juste des réformateurs au pouvoir, comme il le fait au Venezuela? Est-ce que ce n'est pas son objectif? C'est le nucléaire? C'est le nucléaire? Oui, c'est d'empêcher le nucléaire? Le nucléaire, et c'est la capacité balistique du régime. À partir de là, il est tout à fait prêt à négocier, même avec d'infâmes mollahs qui succéderont à celui qui vient de partir dans un monde meilleur hier. Et de ce point de vue-là, le cynisme, et je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit tout à l'heure, le cynisme de Trump, il est total. La population iranienne ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa variable principale de prise de décision. Vous voulez réagir? Oui, un petit mot. Non, mais je vais peut-être pas aller dans le sens du courant, mais c'était des criminels contre l'humanité là que nous avons vus là, et ils ont tué des milliers et des milliers de civils, mais ils ont tous été exécutés extrajudiciairement. C'est-à-dire qu'en fait, poser la question du droit international. Je pose la question de, en fait, on a vu Saddam Hussein qui a été pendu par la justice de son pays. Alors moi, je suis évidemment défavorable à la peine de mort, mais il a été jugé pour les crimes qu'il a commis et il a tué en fait sa propre population, mais il a été jugé par elle. Aucun, quasiment ou presque, de ces criminels contre l'humanité et criminels de guerre n'a été un jour. Est-ce que c'est une préoccupation des Iraniens, aujourd'hui, au regard des cris de joie qu'on a entendus par Iraniens, mais par contre, je crois que collectivement, la communauté internationale, aujourd'hui, elle paye aussi le fait que pendant une dizaine d'années, on n'a respecté aucune règle et il n'y a eu aucune sanction quand les règles n'ont pas été respectées. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est le parti des brutes qui règne et qu'il n'y a plus de règles et qu'on peut frapper n'importe où sans qu'il n'y ait de sanctions. Donc moi, je me désole aussi bien que les criminels de guerre et contre l'humanité que sont Khamenei et ses sbires aient pu sévir, mais je me désole aussi qu'on ait laissé entériner pendant des années et des années une situation chaotique qui nous amène aujourd'hui au désastre que toutes les populations civiles du Moyen-Orient connaissent. Alors, puisque vous parlez du droit international, voilà, l'ONU est inaudible, il faut bien le dire, même si son patron, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'évertue à rappeler les règles qui semblent aujourd'hui d'un autre temps. Écoutez. Article 2 of the Charter clearly states all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. Tara Verma, on pourrait aussi lui opposer que le droit international aujourd'hui ne protège plus les tyrans et que c'est une bonne nouvelle pour les populations, non? Est-ce que pendant trop longtemps il a été protecteur? Est-ce que parce que peuvent se dire les Iraniens notamment? Alors moi je prendrais le sujet dans l'autre sens, parce que comme on est sur la légalité de la guerre, je pense que ce qui compte, et je peux parler de la perspective américaine, l'opération qui est conduite par les États-Unis aujourd'hui, donc elle viole le droit international, elle viole la Charte des Nations Unies et elle viole surtout la Constitution américaine. Dans la Constitution décidée sans approbation. Par Donald Trump, sans approbation. C'est le Congrès. Spéciale, quand même. Mais en fait, c'est une opération spéciale. C'est quand même des termes qui sont utilisés par le Kremlin pour son invasion de l'Ukraine. On est quand même sur une dimension, les États-Unis qui sont censés faire respecter cet ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils utilisent des termes identiques à ceux du Kremlin. Je trouve que c'est assez terrorisant. Et par ailleurs, à l'intérieur même des États-Unis, les gens contestent en fait cette décision trumpienne. Et donc là, on voit qu'on avance effectivement vers non seulement un non-respect, mais une violation très claire du droit international et du droit national. Frédéric Ancel?
Oui, alors on est dans l'injonction contradictoire, mais comme toujours, hein, je rejoins évidemment ce qui a été dit au strict sens du droit international, moyennant quoi l'Iran, et c'est ce que beaucoup opposent au régime islamique, beaucoup y compris à l'ONU, ne respectaient pas le droit international concernant le fameux dossier nucléaire, puisque l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc, alors là c'est ni MAGA ni le Likoud, hein, là c'est vraiment une agence onusienne, tout ce qu'il y a de plus onusien depuis 2002. Pointe le doigt sur la capacité progressive, potentielle de l'Iran qui mentait systématiquement, je parle évidemment du régime, quant à sa capacité nucléaire. Or, le traité de non-prolifération de 68, il existe toujours, il n'a jamais été officiellement transgressé et il procède aussi du droit international. Chez Nardakani, Emmanuel Macron a déclaré samedi que la France n'avait été ni prévenue ni impliquée. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus voix au chapitre au Moyen-Orient ? Écoutez, encore une fois, moi comme avocate, je me tourne vers mes dirigeants parce que je n'attends rien de Netanyahou, je n'attends rien de Donald Trump. Je pense que ces hommes-là ne nous conduisent que vers l'abîme. Par contre, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est qu'il appelle au respect des institutions internationales. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le cadre multilatéral qui est là, en fait, pour garantir la paix et la sécurité mondiale, c'est encore le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand bien même il y aurait un veto chinois et un veto russe, eh bien qu'à cela ne tienne, qu'on fasse vivre le débat dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et si aujourd'hui l'ONU elle est inaudible, c'est aussi parce que les États-Unis ont retiré pendant très longtemps les financements et qu'il y a des juges de la Cour pénale internationale qui sont sous sanction. Donc l'ONU, elle ne s'est pas affaissée non plus toute seule. Et Tara Verma, est-ce que cette opération ne peut pas donner aussi un peu d'espoir à l'opposition en Iran, quelque part? Est-ce que c'est ce que dit Donald Trump? Alors certains le disent de manière un peu naïve, de manière un peu incantatoire, mais tout de même, est-ce que ça peut permettre à l'opposition iranienne de s'organiser? Ça dépend des développements des prochains jours. En fait, là, on est quand même dans une situation de guerre totale. Je ne sais pas si l'opposition iranienne peut s'organiser dans ces conditions. Et surtout, je ne sais pas combien de temps Donald Trump va décider de rester en Iran. On sait aussi qu'il peut se détourner de ce sujet. Il avait promis aux Iraniens, il y a quelques semaines, qu'il allait intervenir. Et il les a encouragés à descendre dans les rues, quand même, à se confronter aux mollahs et à la dictature théocratique de leur pays. Et il y a eu 30 000 morts. C'est les mollahs qui ont tué leur peuple, mais c'est quand même Donald Trump. Les gens sont sortis parce que Donald Trump leur a promis qu'il viendrait. On le voit se détourner de sujet très rapidement et il ne veut pas d'un bourbier militaire dans lequel les États-Unis resteraient embarqués. Parce qu'il y a des élections à mi-mandat dans 9 mois. Tout à fait. Merci infiniment à vous trois d'être venus débattre de cette question ici ce soir. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. On va évoquer le discours d'Emmanuel Macron, mais celui sur la dissuasion nucléaire qui a eu lieu cet après-midi. Et le fat bike, le vélo dodu, ce machin électrique avec des énormes pneus qui crée la polémique en Belgique et aux Pays-Bas, et pas seulement là-bas. Mais d'abord, le mot vedette du jour, ordre, enfin l'expression vedette, c'est ordre de succession. Ça valse dans la monarchie britannique depuis quelques jours, c'est entendu. 8e dans l'ordre de succession. L'ordre de succession au trône. L'ordre de succession. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Ordre de succession, du latin ordo, rang, et succedere, aller vers, désigne dans le cas de la monarchie britannique le rang par lequel les membres de la famille royale sont appelés à régner sur le Royaume-Uni et 14 autres royaumes du Commonwealth. Les déboires politico-sexuels du frère du roi pourraient chambouler l'ordre de succession au trône. Andrew, de 12 ans, le cadet du roi Charlie, a été placé 11 heures en garde à vue le 19 février, jour de ses 66 ans, dans le cadre de l'affaire Epstein pour soupçon de faute dans l'exercice de fonctions officielles, car il a pu transmettre des informations confidentielles à feu son riche ami pédocriminel pendant qu'il occupait le poste d'envoyé commercial du Royaume-Uni. En plus d'avoir été déchu de ses titres et chassé de son château pour sa gaudriole sordide, l'ex-prince risque la zonzon pour trahison et la radiation de sa place de numéro 8 dans l'ordre de succession au trône. La BBC rapporte que le gouvernement prépare une loi pour virer l'impopulaire ex-duc d'York de la file d'attente à Buckingham Palace. L'ordre de succession au trône, défini en 1701 par l'Act of Settlement, reposait sur l'ordre de naissance et la primauté au mâle. C'est donc le fils aîné qui héritait de la couronne, ou la fille aînée si elle n'avait ni frère ni cousin, c'était le cas pour Élisabeth II, puis ses héritiers directs. La loi a été amendée en 2013 et les messieurs ne sont plus prioritaires. Un vote du Parlement, entériné par celui des 14 autres royaumes du Commonwealth, est le seul moyen de biffer un nom de l'ordre de succession en cas de crime grave, d'atteinte à la sécurité nationale ou d'incapacité manifeste à régner. Andrew pourrait devenir le premier royal britannique à être ainsi éjecté. Et là,
Adieu, Buckingham Palace. Excellent, non, crash. Excellent, Thibault Nolte. Rebonsoir, Dame Bonisseau, ce Mauduit. Alors, l'heure de vos chroniques. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a prononcé donc un discours sur la dissuasion nucléaire depuis la base de l'île Longue en Bretagne et elle abrite les sous-marins lanceurs d'engins. Et vous évoquez la fortification de l'île Longue. Et oui, déjà au XVIIe siècle, Elisabeth, le 15 juillet 1695, alors qu'il se trouve à Brest, le célèbre marquis de Vauban, dont le nom demeure associé à l'art de la fortification, signe un plan du fort de la batterie de l'île Longue. Et ce plan s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste que Vauban présente la même année, 1695, dans un mémoire qui prouve la nécessité de mieux fortifier les côtes du Goulet, c'est-à-dire l'entrée dans la rade de Brest. Parce qu'il y a déjà des fortifications, mais Vauban les trouve nulles. D'accord, toutes pourries, pourtant le site est stratégique. Ben oui, parce que déjà depuis le milieu du XVIIe siècle, et plus encore dans les années 1660, quand Louis XIV confie au grand Colbert la marine, les finances et toute la politique du royaume, c'est Brest qui est choisi pour accueillir le port qui va faire de la Royale, la marine française, une force suffisante pour lutter contre les flottes anglaises, hollandaises dans tout l'océan Atlantique. Et Vauban, lui, il a bien compris que fortifier Brest et l'arsenal, tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre la rade dans son entièreté avec la moindre île, la moindre hauteur, le moindre caillou à fortifier. Donc l'île Longue ne peut pas être ignorée dans cette réflexion parce que c'est une presqu'île. On est au sud de la rade de Brest, 2 km de long, 1 km de large, une hauteur de 40 mètres, des falaises. C'est formidable pour bombarder quiconque oserait s'attaquer au port de Brest. Et donc le plan de Vauban est réalisé peu à peu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Mais pendant tout ce temps-là, la vie continue. Vous avez les Landes, vous avez des paysans qui cultivent la terre, vous avez une carrière de pierre réputée parce qu'on y fait des pavés formidables. Vous avez même, au moment de la Première Guerre mondiale, un camp de prisonniers allemands. Et tout ça dure jusqu'aux années 1960, quand le général de Gaulle confie l'île Longue à l'armée et à la marine pour en faire la base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et dès lors, c'est fini. On cultive plus de choux, on cultive plus de patates, c'est fini les pavés. L'île Longue, ça devient un des endroits les plus secrets, les plus protégés de France. Mais vous le voyez bien, de Vauban au général de Gaulle, c'est la longue histoire de fortification d'une île, une île qui est sans cesse dans les préoccupations pour la puissance militaire de la France. Bref, l'île Longue n'est jamais en rade. Ah, très bien, on le retrouve, c'est tout lui, Mauduit. Merci, monsieur. Alors, qui suis-je? Je suis petit, dodu, silencieux, je vais vite et je fiche la pagaille dans les villes. Le fat bike. Le fat bike. Faut pas le dire trop fort parce que c'est un nom de vélo qui énerve énormément de cyclistes néerlandais, belges, français aussi. Et de piétons. Mais oui, si on dit fat bike, on peut les voir instantanément s'étrangler de fureur, comme ça, devenir tout rouge, à l'évocation de ces faux frères, ces faux vélos, ces SUV déguisés. C'est vrai. Comme certains les appellent même. Alors, de quoi on parle? D'un véhicule à 2 roues qui n'a à la base rien à faire sur le goudron. Les fat bikes ont été inventés pour les terrains mouvants. La gadoue? Mais oui, la gadoue, le sable, la neige. Pourquoi? Parce que ces vélos, leur avantage principal, c'est qu'ils sont extrêmement stables. Leurs pneus, vous l'avez dit, sont 2 fois plus gros minimum que les pneus de vélo classiques. Ils sont gros et ils sont très peu gonflés. Donc, ils absorbent les vibrations et les irrégularités des terrains. C'est ça l'intérêt des fat bikes. C'est dans les années 80 qu'on commence à vraiment tester cette idée. Aux États-Unis, notamment dans les dunes du Nouveau-Mexique, dans les forêts enneigées de l'Alaska, et puis au Sahara aussi en 1986. Un ingénieur français, un certain Jean No, décide de faire Alger et Tombouctou en vélo. Un vélo qu'il a lui-même dessiné. Alors lui, il a mis 3 roues et des gros pneus qui ont été fabriqués spécialement pour lui par Michelin pour lui permettre de traverser le désert. Formidable. Le concept va peu à peu se répandre, faire fureur, notamment auprès des surfeurs dans les Landes. On adore les fat bikes parce que ça permet d'aller faire du hors-piste dans les dunes et de se trouver des coins secrets pour avoir la meilleure vague que les autres. Personne ne s'attendait dans tous ces environnements naturels et sportifs à ce qu'on retrouve ces gros pépères sur les pistes cyclables des grandes villes. Anvers, Amsterdam, Paris sont pleines de fat bikes depuis maintenant plusieurs années.
Notamment parce que les livreurs à vélo adorent ces véhicules. Parce que, on l'a dit, c'est stable. Il y a des pavés, notamment à Paris. Donc ça, c'est pratique. Et puis, ça ne glisse pas sur l'asphalte mouillé. Or, vous connaissez les conditions de travail des livreurs à vélo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils doivent sortir, livrer, rouler. Les jeunes aussi adorent les fat bikes. Problème, ce sont des véhicules qui sont très faciles à bidouiller, à débrider, à transformer en quasi-scooter. C'est-à-dire que vous regardez 3 tutos sur Internet et vous arrivez à transformer ce vélo électrique qui va normalement à maximum 25 km/h en bolide qui peut foncer à 50 km/h, voire plus, sur les pistes cyclables. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Résultat, Amsterdam s'est dit récemment prête à les interdire totalement dans certaines zones. En Belgique, il y a des voix qui commencent à s'élever pour qu'on les supprime. À Paris, j'ai regardé les programmes, le candidat Renaissance promet, lui, de les faire disparaître totalement s'il est élu, etc. À noter quand même une voix discordante intéressante. Il y a un auteur aux Pays-Bas qui est néerlando-marocain qui, lui, dit que c'est une sorte de racisme déguisé de la part des bobos contre le moyen de transport préféré de la jeunesse des quartiers populaires, qui a quand même pu, grâce à ses vélos, agrandir un peu son espace de vie. Voilà, alors c'est un débat qui fait rage, qui me rappelle un petit peu celui sur les trottinettes, notamment, qu'on avait à Paris. Je me permets quand même juste d'ajouter qu'avant d'interdire totalement, on peut aussi essayer d'appliquer les règles, et notamment des petits appareils qui s'appellent des curvomètres, qui permettent à la police de contrôler si ces engins ont été débridés ou non. Donc s'ils ne le sont pas, ça pose de problème à personne, sauf si vous êtes grossophobe des pneus. Mais alors là, c'est une question de goût. Évidemment, c'est une névrose même. Merci pour cette généalogie du vélo dodu. Et merci à tous, à demain 20h05. Tchuss.